Nous irons tout d'abord dans le Grand Nord québécois, dans la région de Shefferville, sur les terrains de vélage des caribous. Puis dans l'archipel de Mingan, qui est le royaume des oiseaux et des grandes baleines. Et enfin sur la banquise, qui en hiver emprisonne le golfe du Saint-Laurent, aux îles de la Madeleine, où naissent les phoques du Groenland. À 1200 km de Montréal, nous embarquons à Sept-Îles dans ce train du bout du monde. 650 km, 12 heures de trajet, une seule station, la forêt d'Épinette. Le train du minerai de fer, le septentrion de l'argent. Un beau jour, le cours mondial du fer s'effondre, la bourse a manqué son coup. Le lendemain, Shefferville n'est plus qu'une ville fantôme. Ville fantôme sur laquelle veille encore une police, prisonnière de sa solitude. Ainsi s'écrit l'histoire. L'aéroport désert n'entend plus guère que le bruit des avions, des chasseurs de caribous, des scientifiques qui contrôlent régulièrement l'état du plus grand troupeau du monde, près d'1 million de têtes qui se déplacent sur un territoire immense. Pendant des dizaines d'heures, nous survolons le Grand Nord pour tenter de retrouver les animaux munis de colliers radio, colliers qui ont été posés l'automne précédent. En juin, mâles et femelles sont séparés. C'est donc grâce aux colliers radio que nous pourrons localiser les femelles sur les terrains de vélage qui s'étendent sur la frontière du Québec et du Labrador. Les jeunes, qui n'ont que quelques heures, encore enveloppés de la chaleur du ventre de leur mère, manquent d'équilibre sur leurs pattes disproportionnées. C'est à ce moment précis de leur vie qu'ils sont les plus vulnérables. Pour étudier la prédation, on pose des colliers radio à la mère et à son petit, un travail que nous avons réalisé sur une population relique de caribous qui se trouve au mont Jacques-Cartier en Gaspésie, 250 animaux seulement, qui malgré les naissances annuelles, voyaient leur nombre diminuer régulièrement. Une opération délicate, réalisée à l'aide d'un fusil à 4 canons qui permet de déployer un filet. La capture sera effectuée à l'aide de cet instrument par notre ami Didier, biologiste spécialiste du caribou. Et lui, le pilote, ce qu'il va chercher à faire, c'est qu'il va calculer son vent, il va pousser l'animal face au vent, il va descendre à peu près à 60 000 à l'heure et il va faire une passe rapide au-dessus des animaux. Et on passe à peu près à 20 pieds d'altitude au-dessus des animaux. Et à ce moment-là, il faut que tu aies une fraction de seconde pour tirer le filet. Et le filet, lui, il s'ouvre. C'est un filet de 3 mètres par 3 mètres. Il s'ouvre au-dessus de l'animal. Ce qu'il faut que tu le projettes en avant de l'animal de façon à ce que l'animal en courant rentre dedans et s'emprisonne. Alors, une fois que l'animal est pris dans son filet, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose immédiatement et à la grande course, parce qu'il peut sortir de son filet. Une intervention sensible qui est toujours effectuée le plus rapidement possible, de manière à imposer aux animaux les contraintes les plus faibles. Sexe mâle, cordon ombilical complètement cicatrisé. Le veau est assez vigoureux et pendant toute la durée du marquage, la mère est restée dans les environs. Procédons à la libération. Le jeune veau muni de son collier biodégradable et relâché, instant toujours émouvant où il rejoint sa mère pour retrouver sa liberté dans la toundra. Ces colliers radio sont munis d'une option d'essai, c'est-à-dire que si l'animal reste immobile pendant plus de 6 heures d'affilée,
Le signal qui est envoyé nous l'indiquera. Tous les jours, nous allons donc effectuer des vols de surveillance pour tenter de localiser les porteurs de colliers. Alors là, le collier a été affaibli aussi. Tu vois, les élastiques sont presque tout coupés. Le collier peut prendre le double d'expansion. Un matin, nous percevons le signal fatidique. Nous nous posons pour rechercher l'animal sur le sol à l'aide de nos antennes de télémétrie. Nous le retrouvons mort, vraisemblablement tué par un rapace ou un coyote au cours de la nuit. Oui, s'il te plaît. Là, on est le 26. Hein. 26 mai, mon Jacques Cartier, un veau de 6 jours. L'opération Caribou étant terminée, nous descendons le long du fleuve pour nous rendre dans l'un de ces petits villages côtiers qui, au-delà de Havre-Saint-Pierre, ne sont accessibles uniquement que par mer ou par avion. Nous débarquons à Natashquan. Tout le long de la côte nord de l'estuaire du Saint-Laurent vivent encore des communautés d'Indiens montagnais. Ce sont les premiers habitants de l'endroit, les descendants de ceux qui accueillirent Jacques Cartier en 1534. Aujourd'hui, ils constituent la mémoire vivante de l'histoire. Aujourd'hui, ce jour, le peuple nuageux, vos parents, vos amis sont réunis, vous avez seulement vous rendre heureux, car aimer toute une vie. Mais les Indiens ont toujours été le peuple de la forêt. Nous les quittons pour remonter le cours du fleuve afin de rejoindre l'archipel de Mingan. Durant ce vol, nous croisons notre premier groupe de rorquals communs qui se déplace au large de l'île aux perroquets, la dernière île au sud de l'archipel, face au petit village de Longue Pointe de Mingan. C'est à Longue Pointe que nous allons retrouver Richard Sears, le fondateur de l'Institut de Mingan pour l'étude des cétacés. Depuis plus de 20 ans, Richard court derrière les baleines, elles sont sa passion, et il les retrouve chaque année en partie grâce à l'identification photographique. Les souffles des cétacés sont visibles à plusieurs kilomètres. Les animaux ne restent en surface que quelques minutes avant de repartir pour 8 à 10 minutes dans les profondeurs marines. Les indices sont fugitifs, un dos, un aileron dorsal. Le rorqual commun est l'un des cétacés les plus rapides parmi les grandes baleines, propulsant ses 50 tonnes à près de 20 nœuds, près de 40 km/h. Sa taille est impressionnante, surtout lorsque son aileron émerge devant l'étrave de notre petit canot pneumatique. La queue est juste en dessous de nous, l'eau n'est qu'à 3 ou 4 degrés et en cas de chute, les chances de survie sont très minces. Pour se nourrir, le rorqual commun enfourne chaque jour 3 tonnes de poissons et de krill, ces minuscules crevettes qui se déplacent en bancs serrés. Le nombre de ces cétacés est évalué à 100 000 environ pour toute la planète,
C'est vraisemblablement la vitesse de l'animal qui lui a permis d'échapper dans le passé au canon des chasseurs de baleines. Les îles de l'archipel sont également le royaume des oiseaux. Dès le début du mois de juin, les falaises deviennent de véritables immeubles pour la superbe mouette tridactyle, les sternes arctiques, les goélands, les petits pingouins, les canards d'air et les cormorans. Tout ce petit monde bruyant va rendre les îles au silence dès la fin de l'été pour migrer vers le sud, car ici, en hiver, il y a des jours où c'est véritablement l'Arctique. Les îles ont une configuration géologique tout à fait particulière. L'érosion marine, l'action du froid qui fait éclater le roc, le souffle d'éole ont sculpté d'étranges visages dans les roches sédimentaires de l'archipel, couvertes de lichens orangés. La flore boréale est exceptionnelle. Elle comprend bon nombre d'espèces arctiques qui sont des reliques de l'âge glaciaire et qui restent normalement inconnues sous cette latitude. Le goéland manteau noir, que l'on surnomme ici l'anglais, a toujours survécu sans grande difficulté, au contraire de son voisin, le macaremoine, le perroquet de mer, qui, chassé et consommé par l'homme, était arrivé à la limite de l'extinction. Un oiseau superbe, de la famille des pingouins, son nid est un véritable terrier creusé dans les falaises ou caché dans les anfractuosités du roc. Sur une île voisine qui porte le nom poétique d'île à bouleau du large, les cormorans aux yeux verts ont élu domicile. L'inconvénient majeur de leur présence est la destruction systématique de la végétation environnante. Les arbres eux-mêmes meurent asphyxiés par la fiente des oiseaux. Mais nous quittons les îles pour retrouver le plus grand mammifère du monde, la grande bleue. La baleine bleue, la géante de la mer, 120 tonnes. Elle n'en finit plus d'étirer son corps de 30 mètres de long à la surface des vagues. Elle repart juste sous la surface de l'eau. Elle va réapparaître au niveau de la tache verte formée par les millions de bulles microscopiques qu'elle entraîne dans son déplacement.
Plus de 300 de ces cétacés ont été répertoriés dans le fleuve par l'équipe de Richard Sears. Il en reste moins de 10 000 sur l'ensemble du globe, un animal dont la nageoire caudale, la queue, fait 7 mètres d'envergure. Impressionnant. La mer devenant trop agitée, nous sommes récupérés par le voilier de nos amis biologistes qui croisent dans les parages. C'est à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, que l'on peut généralement observer les plus importantes concentrations de grandes baleines dans le fleuve. C'est là que nous allons retrouver la baleine à bosse, encore appelée le mégaptère, qui croise dans les mêmes eaux que la baleine bleue et le rorqual commun. Cette baleine à bosse, on la rencontre tout au long des côtes américaines, depuis le Connecticut jusqu'au Labrador, et il n'est pas rare de retrouver dans le fleuve des animaux qui ont été identifiés au large dans l'océan Atlantique. Plus petite, moins rapide que les autres, il n'en reste que 6 à 10 000 sur l'ensemble du globe. Elle est facilement reconnaissable à la bosse qui se trouve à la base de son aileron dorsal. Mais la baleine à bosse est certainement l'une des plus spectaculaires parmi les grandes baleines. De temps à autre, elle se livre à l'un de ses exercices favoris en frappant l'eau de ses nageoires pectorales, des bras qui font plus de 3 mètres de long. Un signal que tentent de comprendre les scientifiques ou encore un simple apprentissage pour le baleineau qui accompagne sa mère. Cet exercice est souvent suivi d'un autre, encore plus spectaculaire, durant lequel la baleine à bosse s'enfonce dans les profondeurs marines. On dit qu'elle va sonder avant de remonter à la verticale à la plus grande vitesse possible pour propulser ses 40 tonnes au-dessus de la surface des vagues. Richard Sears et son équipe vont donc passer leur temps à photographier toutes ces attitudes, toutes les marques particulières, tous les dessins que l'on retrouve sur la nageoire caudale, sur la queue de la baleine à bosse, ce qui leur permettra de dresser une véritable carte d'identité pour chaque animal. Pour quelles raisons ces grandes baleines se rassemblent-elles à cette période de l'année dans les eaux du fleuve? Tout simplement pour se nourrir. En effet, les eaux froides sont riches en vie marine. Le courant froid du Labrador, qui vient ici se mélanger aux eaux un peu plus chaudes du fleuve, crée ce que l'on appelle des courants d'inversion qui ramèneront les eaux froides plus riches en éléments nutritifs vers la surface. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces eaux sont si troubles pendant toute la période estivale. Les grandes baleines sont certainement les descendants d'animaux terrestres, des mammifères qui vivaient sur la planète voilà plus de 60 millions d'années à l'époque des derniers dinosaures et qui se sont adaptés au milieu aquatique. Ces eaux qui restent froides tout au long de l'année sont riches en vie marine. Et les jeunes chercheurs de l'Université Laval à Québec plongent dans le fleuve pour étudier la prédation des différents organismes les uns par rapport aux autres.
Il ramène des étoiles de mer, des pêches de mer, des concombres de mer et des anémones qui parviennent à survivre malgré l'extrême pollution du Pour fleuve. s'alimenter, elle va, avec ces petits podiums qui sont juste sur la face ici, les petits podiums qui sont ici, réussir à ouvrir le bivalve. Une pollution qui a commencé très tôt, dès les débuts de l'ère industrielle à la fin du 19e siècle, qui s'est développée autour des grands lacs américains, s'est propagée tout le long du Saint-Laurent jusqu'à son embouchure, jusqu'à l'océan Atlantique. Depuis quelques années, des mesures ont été prises pour essayer de nettoyer le fleuve afin de lui rendre son aspect originel, mais il est certain qu'il faudra autant de temps pour le régénérer qu'il n'en a fallu pour le détruire, même si la nature fait parfois des miracles. Durant le courant du mois de juin, les petits pêcheurs de la Basse-Côte-Nord bénéficient d'une courte saison de pêche au crabe qui précède la grande pêche estivale à la pétoncle et surtout la pêche à la morue. Mais tandis que nous sommes avec eux, notre regard est attiré par une concentration inhabituelle de mouettes. Nous nous précipitons vers le large pour arriver au beau milieu d'un véritable festin de baleines à bosse. La technique de chasse du mégaptère est très au point. L'animal s'enfonce vers les profondeurs marines, puis remontant en spirale, il lâche une quantité d'air suffisante pour créer un véritable filet de bulles minuscules, filet qui va lui permettre d'emprisonner ses victimes. Toutes ces bulles qui viennent éclater à la surface forment une large tache vert clair qui est immédiatement repérée par les oiseaux qui connaissent très bien le manège, des oiseaux qui plongent pour tenter de profiter des reliefs du festin. Lorsqu'elles ont émis leur rideau de bulles, les baleines remontent, gueule béante vers la surface, enfournant au passage près de 20 000 litres d'eau qui s'accumulent dans leurs larges poches sous-linguales dont elles distendent les plis au maximum. Revenues à la surface, elles plaquent leur langue contre le palais pour évacuer l'eau, ne conserver que les petits poissons et le krill qui sont retenus par les fanons, des fanons d'une quarantaine de centimètres de longueur environ, qui sont en kératine, exactement semblables à la matière qui constitue nos ongles. En d'autres termes, ils poussent continuellement. Quant aux protubérances qui sont régulièrement disposées sur la partie supérieure de la tête de la baleine et lui donnent parfois l'allure d'un antique sous-marin, ce sont des émergences d'anciens poils qui avaient un rôle essentiellement tactile. Ce repas des géants de la mer va se poursuivre sous nos yeux pendant plus d'une heure. Au cœur du golfe du Saint-Laurent, un chapelet d'îles disposé en croissant et relié par des cordons de dunes s'égrène sur une centaine de kilomètres. Ce sont les îles de la Madeleine. Ici, les couleurs du peintre se mélangent sur sa palette.
Dès la fin du mois d'avril, les glaces ont en principe quitté le golfe pour rejoindre les eaux de l'océan Atlantique. Le premier samedi du mois de mai marque le départ de la courte saison de la pêche au homard. À l'aube, la flottille s'égaye, chacun voulant être le premier sur les lieux de pêche. Le lendemain, au lever du soleil, les premiers crustacés sont remontés à bord. Les plus petits sont rejetés à la mer, on sait très bien qu'on les récupérera la saison suivante. Mais le soir même, les crustacés sont dans l'assiette des Madelinots. Ouais, là on est dans l'abondance. L'été est arrivé, saison de tous les plaisirs. Temps qui passe avec la rapidité d'un souffle, les îles respirent. Magie de la vie, éphémère et cyclique. Dernière bouffée du souffleur de verre. Voilà un peu plus de 20 ans seulement, l'hiver coupait complètement les îles du reste du monde. Aujourd'hui, le miracle quotidien de l'avion forme le cordon ombilical qui les relie en permanence au continent. Tempête, température, vent, pluie, neige, on se pose coûte que coûte dans ce grand désert blanc qui recouvre les îles posées sur d'immenses blocs de sel. Chaque année, ce sel dont la densité est inférieure à celle des roches avoisinantes sera poussé vers le haut, entraînant avec lui les îles et les faisant émerger un peu plus. Ce sel est exploité et utilisé sur les routes pendant l'hiver. Il est vrai qu'au fond de la mine, à moins 200 mètres, été comme hiver, on ne sait plus très bien quel temps il fait dehors. Dès la fin du mois de janvier, les îles sont figées dans leur étau de glace.
Willy, ancien chasseur de phoques, s'est ménagé un trou dans la glace au pied des falaises pour aller, comme chaque année, à la pêche aux éperlans. Avant, il y avait beaucoup plus de chasseurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a plus de chasseurs de phoques. On n'a plus le droit de chasser pour le blanc. Tandis que dans ce temps-là, du moment que les gars voyaient un phoque, ils allaient le chercher. Hein. Mon grand-père s'est noyé en 1912, lui. Il était parti pour la chasse le matin, puis il a rencontré les troupeaux sur la fin de l'après-midi. Il a marché loin, loin. Quand il est revenu le soir pour mettre leur chaloupe à l'eau, les vagues étaient trop grosses pour moi, la chaloupe a coulé. Le grand-père de Willy est mort sur les glaces. Nous sommes le 28 février, dernier jour de la pêche aux éperlans, et comme chaque année, Willy scrute la banquise. Ça y est, ils sont là. Du moins une partie de la mouvée. La mouvée, c'est le nom donné au groupe de 1,5 million de phoques du Groenland qui visitent les îles. Le reste du troupeau est resté au large de la côte nord de Terre-Neuve. Ici, dans le golfe, les conditions de glace, la température, l'absence de prédateurs font des îles un endroit privilégié pour l'observation des phoques. Du 1er au 20 mars, on peut les approcher d'une manière tout à fait exceptionnelle. Les scientifiques mettront donc à profit cette période pour les étudier. Le docteur Kit Kovacs et son équipe de chercheurs de l'université de Waterloo en Ontario travaillent depuis plus de 15 ans sur les phoques dans le monde, étudiant les parasites et les maladies qu'ils peuvent développer. On sait en effet qu'une épidémie peut décimer un troupeau entier en un temps record, mais on sait également que certains aspects de la physiologie du phoque, notamment chez le phoque gris, sont tout à fait semblables à ceux de l'être humain, d'où le double intérêt de cette recherche. Pour faire ces études, il faut capturer la mère et son petit. On va les marquer d'une tache de peinture à l'époxy qui disparaîtra dès la première mue, mais qui permettra de retrouver chaque matin les mêmes animaux, de façon à pouvoir les suivre dans leur évolution et leur transformation. Cette année-là, Kit Kovacs avait deux objectifs principaux dans sa recherche. D'abord, la pose d'enregistreurs de temps de plongée, ainsi que la pose de pastilles satellites, comme ici dans l'aileron postérieur de certaines femelles, ce qui allait lui permettre de pouvoir les suivre pour la première fois dans leur déplacement sur des périodes continues de 24 heures et de tracer ensuite la courbe de chacune de leurs plongées. Ensuite, les chercheurs vont effectuer des prélèvements sanguins. Le premier est destiné à une étude hormonale, le deuxième à une recherche éventuelle des virus, et le troisième à une étude un peu plus approfondie de la génétique de l'espèce, grâce entre autres à l'ADN. The Phocine distemper virus, as they're calling it right now. And the third is an EDTA tube, which is used for molecular biology, so that we can track their DNA. Sur des centaines de kilomètres carrés, les glaces sont rougies par les dizaines de milliers de placentas abandonnés par les femelles. En effet, le phoque du Groenland, contrairement à d'autres mammifères, ne mange pas son placenta. À la naissance, la couleur jaune du pelage chez le jeune animal est due au liquide amniotique. Celui-ci porte encore les restes de son cordon ombilical. Lorsqu'il vient au monde, le bébé phoque subit un stress extrêmement violent, passant de la température de 37 degrés, température du ventre de sa mère, à moins 20 ou moins 30 sur la glace, le tout en moins de 45 secondes.
12 jours d'allaitement, avec un lait riche à 40% de matière grasse, permettront à l'animal de prendre 2 kg par jour pour former la couche de graisse qui lui est absolument indispensable pour survivre. Quant à la femelle, eh bien, elle reconnaît son petit en venant lui toucher le nez. Les scientifiques ne savent pas très bien s'il s'agit de signaux tactiles et olfactifs ou encore d'une combinaison des deux. Ensuite, elle part pour 30 ou 35 minutes dans les profondeurs marines. Adam, le meilleur plongeur sous-marin de notre équipe, va la suivre dans ses évolutions sous la glace pour vous faire découvrir et partager cet extraordinaire ballet sous-marin. Puis elle retourne vers la surface. Elle retrouve le trou qu'elle ménage sans cesse à l'aide des griffes de ses membres antérieurs. Elle reconnaît son petit, elle va éventuellement l'allaiter avant de repartir de nouveau vers les profondeurs. Aux îles, les glaces sont très particulières, extrêmement chaotiques, complètement bouleversées. Les courants de marée, les pressions considérables auxquelles elles sont soumises poussent les plaques les unes par-dessus les autres jusqu'à former d'étranges cavernes sous-marines. La température de l'eau est de -1 à -2 degrés environ, soit beaucoup plus clémente que la température extérieure. En surface d'ailleurs, la maternité s'anime des cris des jeunes phoques qui pendant une douzaine de jours réclament leur mère pour s'allaiter. Au terme de ces 12 jours, le blanchon devient une grosse boule de poils blancs, immobile et silencieux sur la banquise, abandonné par les adultes. Il vivra alors pendant les 15 jours qui suivent, presque exclusivement sur ses propres réserves, jusqu'au moment où il aura terminé sa première mue et où il pourra aller lui-même chercher sa nourriture en mer. Pendant ce temps, mâles et femelles se retrouvent pour s'accoupler au large des côtes du Nouveau-Brunswick avant de repartir vers les eaux de l'océan glacial arctique. Et ainsi, chaque année, à la même époque, se reproduira le même phénomène avec une extraordinaire précision. Mais soudain, la banquise craque juste devant nous, sous l'effet des puissants courants de marée. Se forment alors ces barrières de glace, ces crêtes de pression que l'on appelle aux îles des bouscueils. L'ensemble se déroule dans l'angoissant cri de la glace.
Alors, défile sous nos yeux à plus de 10 km/h l'immense plaque voisine sur laquelle nous nous trouvions quelques minutes auparavant. Dans ces mouvements imprévisibles de la banquise, des centaines, des milliers de blanchons disparaîtront engloutis par les glaces. Ce jeune blanchon, séparé de sa mère, va prendre contact pour la première fois avec la vie extérieure. Contact un peu rude, il est vrai, avec une nature qui, elle, n'a pas d'état d'âme. Quelques kilomètres plus loin, nous rencontrons les cousins du phoque du Groenland, les inénarrables phoques à capuchon. Le mâle qui se trouve à l'arrière-plan n'est pas le père du dos bleu du jeune phoque à capuchon qui se trouve près de sa mère, mais beaucoup plus certainement le père du futur phoque de l'année prochaine. Les mâles exhibent sans cesse leurs attributs sexuels pour essayer de dissuader leurs adversaires. Et on retrouve sur la glace des touffes de poils qui ont été évacuées par le placenta, car le bébé phoque a déjà subi une première mue dans l'utérus de la femelle. Contrairement au phoque du Groenland, il vient au monde protégé par une épaisse couche de graisse. Il est donc pratiquement capable de nager dès la naissance et il est sevré en 5 jours. Il s'agit de la lactation la plus rapide de la planète pour un mammifère. Il se nourrit d'un lait à 50% de matière grasse et va prendre plus de 5 kilos par jour. En attendant le moment du sevrage avec beaucoup d'impatience, les mâles vont passer leur journée à tenter de s'impressionner mutuellement ou encore à attirer les femelles en gonflant la crête qu'ils ont sur le dessus du crâne ou en faisant émerger de leurs narines un superbe ballon rouge. Et dès qu'une femelle abandonne son petit sur la glace, les mâles se lancent à sa poursuite pour se livrer à de véritables joutes afin d'assurer leur suprématie. En fait, ils vont tout simplement essayer d'établir leur pouvoir. Les phoques à capuchon sont beaucoup plus massifs que les phoques du Groenland qui font entre 120 et 140 kg. Ceux-ci font entre 4 et 600 kg. Ils sont également beaucoup moins connus, tout simplement parce que nettement moins nombreux. En effet, 500 couples seulement viennent chaque année pendant une très courte période aux îles de la Madeleine pour mettre bas, s'accoupler, avant de repartir vers l'océan glacial arctique, où il est beaucoup plus difficile de les observer. En compagnie de Willy et des scientifiques, nous avons passé de merveilleuses journées dans ce monde étrange qui nous transportait des millénaires en arrière sur la planète des glaces. Fin mars, tout est terminé. La gangue de glace s'éparpille dans l'océan Atlantique. L'Arctique cède la place. Le printemps est là.
Nous visiterons Churchill, capitale mondiale de l'ours blanc, Pond Inlet, au nord de la terre de Baffin, Arctic Bay, la métropole des narvals, les licornes des mers. Dans le bassin de Fox, nous retrouverons les troupeaux de morses de l'océan glacial arctique. Et nous terminerons par la forêt tropicale fossile de l'île d'Axel Heiberg, au 80e degré de latitude nord, à moins de 1000 km du pôle nord géographique. Winnipeg-Churchill, 1680 km. 2 nuits et 1 jour à travers la taïga puis la toundra arctique dans ce train qui va vers le sommet chauve de la Terre. Churchill, terminus cul-de-sac sur la baie d'Hudson. En été, la seule ouverture de la province du Manitoba sur la mer. Et quelle mer! Gelée 8 mois sur 12. C'est de là que part vers le monde le grain des plaines à blé du sud du Manitoba. Notre première visite, avec les responsables de la faune de l'endroit, sera pour la prison des ours. Une prison guère plus sympathique que les autres prisons du monde. La voici. Dès le début du mois d'octobre, des pièges sont mis en place tout autour de Churchill pour empêcher les ours de pénétrer dans le périmètre des habitations. C'est à bord de gros véhicules tout-terrain que nous partons en direction du Cap Churchill, à une 60aine de kilomètres de la ville. Dans la toundra enneigée, ils sont au rendez-vous, mâles et femelles, dans l'attente de la banquise. L'été a été maigre, la nourriture frugale, quelques baies d'arbustes, des racines. Les ours sont donc très impatients de retrouver leur domaine pour aller à la chasse aux phoques, leur proie favorite. Grâce à ces engins d'un style un peu particulier, dont les roues permettent de s'aventurer dans les tourbières lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait prises par les glaces, grâce aussi à notre petit engin à chenilles, nous pourrons approcher le roi de l'Arctique. Mais la règle absolue lorsqu'on se déplace dans tous ces territoires est d'être en permanence sous la protection d'une arme. Car l'ours, sous son air placide, débonnaire, tranquille et même amical, reste en toutes circonstances un animal extrêmement dangereux
on ne plaisante pas avec un ours blanc, surtout s'il est affamé. En parlant de nourriture, voilà un animal qui peut rester pendant des mois sans manger, ou presque, nager sur des centaines de kilomètres dans les eaux glacées de l'océan Arctique. Son prestige est tel que les Esquimaux, les Inuits, vouent un culte quasi divin à Nanook, ainsi qu'ils le nomment, car Nanook est synonyme de force, d'intelligence, de patience, d'habileté et surtout d'invulnérabilité, toute une série de qualités dont souhaiteraient être dotés les meilleurs chasseurs de la banquise. Femelles et petits restent toujours à l'écart du groupe des mâles, car l'ours blanc est l'un des rares mammifères qui, en cas de nécessité, peut s'attaquer à ses propres petits et n'en faire qu'une bouchée. Notre camp de base est installé au Cap Churchill, une langue de sable qui s'avance dans la mer. En réalité, le premier endroit de la région où va se former la banquise en raison de la faible profondeur des eaux de la baie d'Hudson dans ce secteur. Au réveil, ils sont déjà là. On en dénombre 20 ou 25 autour des véhicules. Rien ne les impressionne, leur insatiable curiosité les entraîne vers tout ce qui bouge ou vers des odeurs qu'ils sont capables de détecter à plusieurs dizaines de kilomètres. Leurs pattes sont impressionnantes, munies de griffes robustes qui leur permettent de harponner un phoque et garnies d'une semelle antidérapante qui leur donnera la possibilité de s'élancer à près de 40 km/h sur la glace vive. On essaye tant bien que mal de les maintenir en permanence à l'écart des véhicules, car d'un coup de patte, ils pourraient très bien briser une vitre ou encore s'élancer d'un bond souple, rapide, silencieux et inattendu sur la plateforme arrière d'un véhicule, avec toutes les conséquences que cela impose. Les jeunes restent avec la mère pendant près de 2 ans, au terme desquels ils auront en principe acquis les connaissances nécessaires pour chasser seuls sur la banquise. La plupart du temps, les ours sont suivis par les renards arctiques qui profiteront des restes de leur repas et même, si la période est particulièrement défavorable, de leur déjection. Même s'ils semblent être totalement indifférents, les mâles ont repéré la mère et les petits. Mais les jeunes de 2 ans qui ont été sevrés voilà quelques mois seulement continuent de jouer ensemble et se livrent sans cesse à des joutes qui vont leur permettre de tester leur force et de connaître leur capacité de résistance face à un adversaire potentiel.
Mais ne vous fiez surtout pas à l'aspect amical de leur jeu. Leurs ébats ne les empêchent pas d'être parfaitement conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Rien ne leur échappe. Un matin comme les autres, arriva ce qui devait arriver. Un jeune, échappant à la vigilance de sa mère, s'approche d'un mâle qui du coin de l'œil attendait l'occasion. La mère va contre-attaquer, mais il était déjà trop tard. Elle récupère son ourson ensanglanté sous le regard des mâles qui reviendront à la charge dès qu'ils le pourront. Image de la vie, vision du quotidien, brutale, absurde, incontrôlable. Ainsi va la nature. Cette attaque délibérée des jeunes par les grands mâles appartient au cycle de la survie de l'espèce. Lorsqu'une femelle a des petits, elle est indisponible pendant près de 2 ans, ce que savent fort bien les mâles, qui n'auront d'autre but que de se débarrasser des oursons pour permettre le déclenchement du phénomène hormonal, leur donnant la possibilité de s'accoupler avec la femelle. Cette fois-ci, il en réchappera, mais l'alerte aura été extrêmement chaude et il en conservera certainement un souvenir cuisant durant tout le reste de son existence. Chaque matin, nous partons à bord de nos véhicules tout-terrain en direction des rivages tout proches de la baie d'Hudson. Sur la mer qui commence à geler, les ours s'aventurent, chaque jour un peu plus loin, pour tester la glace. Si la température descend suffisamment, en l'espace de quelques heures, les 1500 ou 2000 ours qui sont disséminés sur les pourtours de la baie d'Hudson pourront disparaître comme un seul homme sur la banquise. Mais décidément, cette année, le froid est bien long à venir. Alors, l'odeur du dépotoir municipal se fait tenace. Pour ces quadrupèdes, il recèle des richesses et des saveurs infinies. Là, dans ce sanctuaire des ordures, Nanook va pouvoir se livrer à une véritable exploration de la vie de l'homme. Chacun son tour. Mais le piège est là. Insolent, immobile, un cylindre fermé à l'une des extrémités par une grille à laquelle on a suspendu un morceau de viande de phoque, l'ensemble étant relié à une porte à glissière. Direction la prison. Dès que la banquise est formée, les responsables de la faune vont libérer les ours. Ils les anesthésient pour les transporter à l'aide d'un hélicoptère à une centaine de kilomètres de Churchill. Les pupilles des animaux étant fortement dilatées par leur séjour dans l'obscurité, on leur bande les yeux pour les protéger. Nanook est alors prêt pour son baptême de l'air. Quelques heures plus tard, il reprend ses esprits sur la banquise. Cette banquise qui est son domaine, où il continue d'errer à l'infini, couvrant des milliers de kilomètres à la recherche de sa proie, le phoque annelé. Mais Nanook, vous aurez toutes les chances de le rencontrer à 1500 ou 2000 kilomètres de là, au nord de la terre de Baffin, aux alentours de Pond Inlet, ce petit village où les derniers attelages de chiens résistent bien mal à l'assaut des moteurs. Il semble d'ailleurs depuis ces dernières années
que le nombre d'équipages est notablement augmenté par rapport aux décennies précédentes, permettant aux habitants d'être moins dépendants de l'extérieur qu'avec leurs engins motorisés. La petite localité, qui compte aujourd'hui près d'1 millier d'âmes, commence à vivre, et elle n'a guère le choix d'ailleurs, au rythme du 3e millénaire. Depuis une quinzaine d'années, les motoneiges ont envahi l'Arctique, rendant ces populations totalement dépendantes de la technologie du Sud. Des habitants qui ont des ressources extrêmement limitées, qui vivent dans des maisons importées du Sud, mais où Litia, la grand-mère, continue de préparer la bannique, le pain pour le voyage. Tous les 2 ans, une vingtaine de volontaires du village, qui appartiennent au groupe des Canadian Rangers, rattachés à la réserve de l'armée canadienne, vont partir pour un grand raid d'1 semaine sur la banquise. On leur rappelle les principes de base de l'usage des armes et du secourisme, mais l'essentiel se déroule au cours d'une semaine durant laquelle on contrôle la connaissance des techniques de survie sur la banquise que possèdent toujours ces hommes. Alors pour les Inuits qui font cela toute la journée, c'est non seulement une partie de plaisir, mais c'est une véritable aubaine. Un fusil offert par le gouvernement, 200 cartouches gratuites et la possibilité d'un raid en groupe, chose relativement rare dans la mesure où l'Inuit est généralement comme l'ours blanc, un chasseur solitaire. Et après quelques tirs d'essai à la cible pour montrer qu'on sait encore utiliser son arme, les hommes n'ont qu'une hâte, c'est d'ailleurs ce qui constitue l'essentiel de leur motivation profonde, c'est de partir à la chasse au caribou. Les animaux sont dépecés sur place, une partie est ramenée au village pour être partagée entre les membres de la communauté, l'autre partie constituera la base de notre alimentation durant ce raid. Le caribou est consommé cru congelé. Dans un petit lac de montagne auprès duquel nous avons installé notre camp, les hommes partent à la pêche à l'omble chevalier de l'Arctique. Ils ont creusé un trou dans la glace qui à cet endroit fait 2 mètres d'épaisseur. À une centaine de mètres de là, ils ont pratiqué une 2e ouverture identique et grâce à cet ingénieux système, une planche avec en son centre une sorte de bras articulé, ils vont réussir à passer entre les 2 trous un filet. Ils le relèveront 5 ou 6 heures plus tard, faisant une pêche miraculeuse, une 50aine d'ombles chevaliers de l'Arctique qui, comme le caribou, sont consommés crus congelés. Mais tirer un traîneau, un camoutique de 400 kg avec un attelage mobile est extrêmement dangereux. Les meilleurs s'y font prendre et à 200 km du village, c'est l'accident. L'un de nous a le tibia brisé par le patin métallique de son traîneau qui l'a percuté. Par radio, nous appelons la base de Resolute Bay où par chance se trouve un appareil. Un terrain de fortune, 200 mètres de long, les virtuoses de l'Arctique se posent quelques heures plus tard pour évacuer le blessé. Ces pilotes de l'Arctique sont trop souvent oubliés. Sans leur appui logistique, aucune expédition actuelle, aussi bien organisée soit-elle, ne pourrait accomplir la conquête du pôle. Juin est arrivé, les phoques du Groenland ont quitté les îles de la Madeleine pour retrouver les troupeaux de narwals et leur territoire arctique. Après son raid sur la banquise avec les Canadian Rangers,
Kounou est redevenu ce chasseur solitaire qui part comme chaque année en direction du Floe Edge. Le Floe Edge, c'est la brèche des glaces. En fait, l'endroit où se disloque la banquise à la sortie des fjords, près de Arctic Bay. Mais il est précédé sur le terrain par les ours guidés par leur sixième sens. En effet, le début du mois de juin est le moment où la vie visible reprend véritablement sur la banquise. Le plancton se détache de la surface inférieure de la glace. Les bancs de poissons reviennent pour manger ce plancton. Ils sont eux-mêmes consommés par les phoques qui sont à leur tour chassés par les ours. Ainsi se recrée cette chaîne alimentaire absolument indispensable à notre survie collective. Malheureusement, les résultats d'études récentes montrent que ces mammifères de l'Arctique ont dans l'organisme les concentrations en mercure les plus élevées. Quant à nous, nous rejoignons notre équipe qui est installée à l'entrée du détroit de l'Amirauté pour y attendre l'arrivée prochaine des narvals. En effet, c'est dans cette partie du monde que l'on peut observer la plus importante concentration de narvals entre le Groenland et les fjords du nord de la terre de Baffin. Leur nombre total avoisine les 20 000 têtes. Bien qu'étant complètement protégés, les Inuits ont le droit de les chasser suivant des quotas établis par le gouvernement, à savoir une centaine d'animaux pour les deux communautés du nord de la terre de Baffin. À ce propos, il faut rappeler que la peau de narval qui est consommée a des propriétés antiscorbutes remarquables, ce qui a certainement permis à ces populations de traverser l'histoire dans des conditions de vie absolument effroyables. Une fois de plus, notre ami Adam s'enfonce sous les glaces polaires à la rencontre des narvals. Il croise bientôt son premier groupe, 4 femelles, 4 sirènes de l'Arctique. À la surface, les femelles au dos marbré, accompagnées de leurs petits à la robe grise, crèvent le miroir liquide. Il est 3h30 du matin. Nous sommes au 75e degré de latitude nord. Et comme chaque année, à la même époque, au même endroit, dans les mêmes formes, le rite magique s'accomplit. Un peu plus tard vont arriver les premiers mâles qui exhiberont leur éperon frontal, une défense qui peut atteindre les 3 mètres de long. Il s'agit en fait de l'excroissance de la canine supérieure gauche, une véritable dent avec sa pulpe et ses terminaisons nerveuses. Une présence qu'essayent bien sûr d'expliquer, d'interpréter les scientifiques, mais une présence qui semble intéresser prodigieusement les Japonais qui vont tenter par tous les moyens de se procurer ces dents de narval afin de les réduire en poudre pour en faire des aphrodisiaques. Les narvals, comme leurs proches cousins, les belugas, les baleines blanches, appartiennent à la famille des odontocètes, les baleines à dents, en d'autres termes, de gros dauphins. Kounou lui aussi est arrivé au bord de la glace. Il va enfin pouvoir reprendre ses longs échanges avec les narvals, son incessant dialogue avec les phoques, et nous le laisserons sur le bord de la banquise, seul, face à son quotidien.
C'est dans le sillage des narvals que nous quittons le nord de la terre de Baffin pour retrouver à 1500 km de là au sud de cette grande île sur l'aéroport d'Iqaluit l'avion préparé par les biologistes du ministère des Pêches, cet avion qui est devenu un véritable Cyrano du ciel avec son nez proéminent équipé d'une caméra vidéo et d'une caméra infrarouge. Nous accompagnons les chercheurs lors d'une campagne de reconnaissance et d'inventaire sur les morses du bassin de Fox. L'appareil est bourré d'équipements électroniques, d'un ordinateur, d'un appareil de prise de vue aérienne. Et c'est à Hull Beach, au nord du cercle polaire, que nous retrouvons l'équipe terrestre qui est installée à proximité du camp d'été de notre guide Inuit, qui, réfugié depuis 5 jours sous sa tente en raison du mauvais temps, dort profondément. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris pourquoi on ne réveillait jamais un Inuit qui dort. À l'extérieur, sa femme est en train de préparer des filets d'omble chevalier de l'Arctique. Elle va les mettre à sécher. Ils constitueront l'une des bases de notre nourriture pendant ce séjour sur la plage de Galets. L'omble chevalier est peut-être un peu plus gras, plus fin que le saumon. Ses vertus nutritives sont indispensables à l'organisme sous ces latitudes. Début juin, l'école est terminée pour tous les enfants qui vivent dans les zones polaires. Ils sont libérés pour rejoindre le reste de la famille qui accompagne les hommes partis à la pêche ou à la chasse dans les fjords du nord de la terre de Baffin ou d'ailleurs. Quant à nous, le temps s'est amélioré. Notre guide est sorti de sa tente et de sa torpeur et nous partons avec Jack, Stewart et Anne, leur assistante, en direction du reste du pack gelé qui, en juillet, dérive au gré des courants dans le bassin de Fox. Nous croisons parfois de grands radeaux d'eider à duvet qui viennent nidifier dans la région. Ces eiders, on les retrouve beaucoup plus au sud, dans les îles du bas du fleuve, où l'on récolte le duvet au moment de la nidification pour confectionner des vêtements d'hiver. C'est à 50 000 nautiques, une centaine de kilomètres de la côte, qu'apparaissent les premiers blocs de glace. Notre première rencontre se fait avec un jeune mâle aux défenses très courtes, et aussitôt Stewart, armé de son thermomètre à infrarouge et lecteur digital, relève les températures externes en différents points du corps de l'animal. Un animal qui, revenant d'une plongée en eau profonde, a pris une couleur livide, grisâtre. La raison en est simple, le morse est en effet doté d'un fantastique système de thermorégulation et de circulation sanguine. En plongée, le sang reflue vers l'intérieur du corps. L'irrigation superficielle est alors très faible. L'animal se refroidit très peu en surface, car il est protégé par une couche de graisse de près de 10 cm d'épaisseur. La température de sa peau peut descendre aux alentours de 0 degré sans aucun inconvénient. Revenu à la surface, il lui suffira de quelques instants exposé sur une glace dérivante ou une plage de galets pour voir sa circulation superficielle se rétablir, lui permettant de retrouver sa couleur initiale, brun ou rouge brique. Mais le morse est un animal dont on connaît très mal les réactions dans l'eau, il convient d'être prudent. On dit d'ailleurs que c'est le seul qui soit en mesure de s'opposer avec une quelconque efficacité sur la banquise à l'ours blanc. Ce qui est peut-être vrai lorsqu'on sait que d'un coup de tête, il peut briser une épaisseur de glace de plus de 15 cm.
Les variations météorologiques dans les zones polaires sont extrêmement rapides, brutales, avec des amplitudes considérables qui n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons dans les zones tempérées. Il faut donc être prudent lorsqu'on quitte son camp de base pour s'assurer qu'on pourra le rejoindre dans les meilleures conditions possibles, car à l'espace de quelques heures, on peut fort bien passer du meilleur au pire. Les scientifiques travaillent très rapidement pour amasser le maximum d'informations qui seront ensuite dépouillées et analysées en hiver dans leur bureau de Winnipeg. Stewart continue de relever les températures externes des grands mâles, son assistante observe le comportement des femelles et de leurs petits, tandis que Jack, placé sur l'arrière de l'embarcation, relève périodiquement notre position grâce au petit ordinateur que nous avons embarqué qui nous relie en permanence au satellite de positionnement. Nous sommes, semble-t-il, arrivés au lendemain d'un véritable festin de mollusques, que les morses ont détectés dans les profondeurs glauques à l'aide de leurs vibrisses, ces poils de moustache qui ont un pouvoir essentiellement tactile. Le gros du troupeau se repose, tous ou presque se grattent. Leur peau craquelée est souvent couverte de parasites divers qui profitent du voyage. Un peu comme chez les baleines où l'on retrouve dans les plis de la peau de petits crustacés que l'on appelle les poux de baleine. Ce troupeau de morses n'est que le reste du troupeau des morses de l'Atlantique qui ont été exterminés par l'homme à la fin du XIXe siècle. On trouvait des morses autour de Terre-Neuve, aux alentours des îles de la Madeleine et non loin de l'île de Sable au large de Halifax. La reconstitution du troupeau est très lente, dans la mesure où la femelle morse a un petit tous les 3 ans en moyenne, et puis la chasse aux morses, comme la chasse aux phoques, est toujours pratiquée dans l'Arctique. N'oublions pas qu'elle constitue l'une des maigres ressources absolument indispensables à la survie de ces populations. Lorsque les restes de banquise ont totalement disparu, les morses du nord de la baie d'Hudson rejoindront leurs échoueries habituelles, les plages de galets de l'île de Coates ou encore les troncs rocheux de Walrus Island. C'est à la fin du mois de juillet que les belugas, les baleines blanches, se rassemblent par milliers aux embouchures des rivières de l'Arctique.
Proches cousins des narvals, ils sont par contre beaucoup moins craintifs. Ce sont des bavards impénitents, d'invétérés curieux qui s'expriment en permanence dans les profondeurs. On les a souvent surnommés les canaris des mers. Comme les narvals et les dauphins, ils se déplacent en utilisant la méthode d'écholocation, dans laquelle le melon frontal proéminent leur permet d'émettre des trains d'ondes qui seront réfléchis par leur proie ou les obstacles éventuels et dont ils récupéreront le signal en retour à l'aide, pense-t-on, des tissus fibreux de leur mandibule inférieure. Ces belugas sont encore fort nombreux dans l'Arctique, ils ne sont pas du tout en voie de disparition malgré quelques inquiétudes et on pouvait certainement observer des populations à peu près identiques beaucoup plus au sud, dans le fleuve Saint-Laurent entre Tadoussac et Rivière-du-Loup, voilà quelques dizaines d'années seulement. Malheureusement dans le fleuve, l'homme les a pratiquement exterminés et il ne subsiste aujourd'hui qu'une population relique de 500 individus environ qui sont menacés par un autre danger, la pollution du fleuve. Bon nombre d'entre eux, en effet, sont atteints de différentes sortes de cancers. Suivant les belugas qui se déplacent le long de la côte ouest de la terre de Baffin, nous retrouvons au nord le petit village de Pond Inlet, mais cette fois-ci en été. Les igloos en inuktitut signifiant habitation, les maisons de bois ont retrouvé leur couleur estivale. Pendant des dizaines d'années, toutes ces petites communautés de l'Arctique ont été curieusement soumises aux pressions des missionnaires qui étaient divisés entre anglicans et catholiques qui se disputaient leur influence. Dans ces petits villages également, le pergélisol, le sol gelé en permanence, empêche toute adduction d'eau et la municipalité doit assurer un service de remplissage quotidien des réservoirs individuels, une charge lourde supplémentaire pour des populations dont les ressources sont à peu près nulles, des populations qui sont donc très dépendantes du Sud, très dépendantes du bon vouloir du gouvernement et par voie de conséquence de celui des contribuables. Mais il y a une chose que toutes ces populations qui vivent au nord du cercle polaire ont depuis le début des temps et conserveront pour l'éternité, c'est leur soleil de minuit. En été, l'absence de nuit détraque chez l'homme l'horloge biologique. C'est la raison pour laquelle on ne réveille jamais un Inuit qui dort. Les habitants vivent au rythme de leurs pulsions, au rythme de leurs envies et au rythme de leurs besoins. Dans le court été arctique, la chaleur sculpte la glace. La nature fait la fête en permanence et la toundra retrouve ses couleurs sous une lumière constante. C'est le miracle, les plantes se développent très rapidement. Mais les écosystèmes de ces régions sont extrêmement fragiles, des traces de pas, des traces de véhicules vont subsister pendant des dizaines d'années dans tous ces endroits où la dégradation biologique est très lente, où la régénération du sol est encore plus lente. Et les lichens, par exemple, vont mettre près de 75 ans pour arriver à maturité. Le seul arbre de la toundra, le voici, c'est le saule arctique. Il rampe sur le sol pour se protéger du froid. Ces pousses constituent l'essentiel de la nourriture des bœufs musqués.
Tous ces endroits sont des lieux de prédilection pour la nidification de nombreuses variétés d'oies et de canards, notamment les fameuses oies blanches venues de Caroline du Nord, qui s'arrêtent en face de Québec à l'aller comme au retour, et pondent leurs œufs dans l'île Billot au nord de la terre de Baffin, au 75e degré de latitude nord. Mais il y a encore mieux. Entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique, la sterne arctique, cette inlassable voyageuse, nourrit ses petits avant de repartir en automne à 20 000 km de là, vers l'Antarctique. Voilà un oiseau qui, en dépit de ses dimensions tout à fait modestes, parcourt chaque année des distances considérables. Parti de la base polaire de Resolute Bay, nous survolons le sud de l'île d'Axel Heiberg avant d'atteindre la station météorologique d'Eureka, la station la plus septentrionale du monde. D'où nous repartons pour un vol de 40 minutes à destination du site de la forêt fossile avec l'équipe de l'Institut canadien de conservation dirigée par Chuck Grucci. Un tapis végétal intact parcouru par les lièvres arctiques. « 23 strates noires dans une colline de sable et de gravier, avec des troncs, des souches qui émergent çà et là, ramenés à la surface du sol par l'érosion. » Chuck nous explique qu'il s'agit des vestiges de plusieurs forêts fossiles datant de 35 ou 40 millions d'années, et qui constituaient essentiellement de métaséquoias qui ont été engloutis au cours d'inondations successives. So what we have here is a metasequoia forest about roughly 40 million years old that has been covered over with gravel, and all the weight of the gravel has compressed, flattened laterally the trees, most of them. And what we're seeing now is the trees and the stumps as they erode out. Et ce que nous voyons maintenant, ajoute-t-il, ce sont les troncs et les souches tels qu'ils sont ramenés à la surface du sol par l'érosion. Ce sont les vestiges de ce qui devait être, on peut l'imaginer, une forêt à peu près semblable à celle-ci, du moins dans la forme des arbres, voilà près de 40 millions d'années, à une époque où le climat de la Terre était totalement différent, mais à une époque surtout où l'être humain n'était pas encore à la surface du globe. De nombreuses hypothèses ont été émises. On a pensé, entre autres, à la dérive des continents, à une bascule de la Terre sur son axe, mais la présence de la forêt fossile à proximité du pôle Nord reste pour l'instant un mystère. Aujourd'hui, désert polaire, les hommes essayent de comprendre. On pose des repères, un repère fixe planté dans le pergélisol à côté d'un repère flottant constitué d'une petite plaque de bois qui pourra dériver à la surface du sol et permettra de mesurer l'année suivante le degré d'érosion de cette colline dans laquelle se trouvent emprisonnées, là ou plus précisément, les forêts fossiles. À quelques mètres de là, les troncs sont parfaitement conservés, sectionnés par le gel mais fortement comprimés. Leur volume est le 8e de leur volume initial. Les fibres sont intactes. À l'extrémité des troncs, elles s'écartent, elles s'évasent. Elles forment une sorte de balai-brosse qui va se déliter, se désagréger, se désintégrer complètement dans l'atmosphère beaucoup plus sèche que le milieu humide dans lequel elles ont été conservées pendant des millions d'années. Très peu de ces morceaux de bois ont été minéralisés. Lorsque c'est le cas, il semble que ce soit l'œuvre exclusive de l'oxyde de fer qui va leur donner une couleur rougeâtre. Has only been mineralized by iron, and you can see a great deal of reddish-colored ironstone laying around, some of which has replaced. Quant au tapis végétal que voici remarquablement conservé, il livre des feuilles intactes ainsi que des cônes de pin semblables à ceux que l'on peut encore voir aujourd'hui sur les métaséquoias qui existent à la surface du globe. Et ce bois est encore combustible. Nous pourrions évoquer pendant de longs moments encore ce domaine des survivants de la préhistoire.
le désert polaire dans lequel Ovibos, le bœuf musqué, qui vit avec l'homme depuis plus de 500 000 ans, nous regarde. Et Ovibos nous observe, non sans une certaine inquiétude. L'interrelation permanente entre les êtres et la nature est capitale pour notre propre survie, et Ovibos semble tout simplement nous demander « Mais qu'allez-vous donc faire de cette terre ?»